Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. L'article 66 de notre actuelle loi fondamentale est pourtant clair et précis. Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et membre du bureau de l'Assemblée nationale, le président et membre du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d'un mandat électif, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des administrations chargées de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire du crédit et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoir au début et à la fin de leur mandat, de leur entrée en fonction. Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d'application. 19 ans après que la loi ait été votée, cet article de la Constitution n'est toujours pas rentré en application. Comment comprendre que 19 ans après, des personnalités visées par cet article, qui sont entrées dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, en sont ressortis sans avoir déclaré leurs biens. Idem pour les directeurs des administrations et autres gestionnaires des crédits et biens publics. Et à tous ces niveaux, ce ne sont pas les constats d'enrichissement illicite qui ont manqué. Si l'opération Épervier, mise sur pied au milieu des années 2000, a pu mettre la main sur des prévaricateurs de la fortune publique, les autres scandales doublés de soupçons de détournement de fonds publics, à savoir la Cannes 2019 et le Covid, les fonds Covid 2019, auraient, de l'avis de nombreux observateurs, pu être évités si l'article 66 de notre Constitution était entré en vigueur. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, le débrief du journal. Application de l'article 66 de notre Constitution, pourquoi ça fait problème? Pour tenter de comprendre ce qui fait problème, justement, nous avons invité en plateau ce soir Thomas Tankou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir aux inconditionnels de l'émission Equinox Soir. Un bonsoir tout particulier à son Excellence Nicolas Zoyoum. Il est l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine et auprès de l'Union africaine. Certainement, nous suivons en ce moment. Un bonsoir également à Jean-Paul Tekou, qui est le chef de famille Bangam de Bertois. Vous savez également de ce côté-là, malgré le courant alternatif, on regarde également beaucoup l'émission de ce côté-là. Bonsoir, maître Fabien Kenyé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers copanélistes. Je voudrais d'emblée implorer votre indulgence ainsi celle de vos millions de téléspectateurs pour souhaiter joyeux anniversaire à ma fille Kenyé Angèle Serna qui a 1 an de plus ce jour. Cela dit Serge Alain, je voudrais aussi dire un bonsoir particulier à la diaspora, à l'essence du Cameroun dans tout le monde entier dont ce pays a extrêmement besoin, non sans passer par Bafou Mater qui m'a vu naître, à qui je souhaite pour une première fois sur ce plateau. Bonsoir. Okay. Ou à qui dit bonsoir, autant pour moi. Voilà. Jonathan Batenguene, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Je pense particulièrement à la communauté des personnes handicapées qui, depuis toujours, travaille au Cameroun malgré la marginalisation dont elle est l'objet. Et particulièrement, j'ai un regard pour un ami qui est un leader de cette communauté, l'ami Aimé Raymond Gangentepe, qui aujourd'hui fête son anniversaire. Je lui souhaite beaucoup de courage en tant que président de l'association pour le développement de l'entrepreneuriat des personnes handicapées et surtout beaucoup de réussite. C'est l'anniversaire ou bien les personnes handicapées? Il y a la personne, parce qu'il m'a marqué, on a été étudiant,
Il m'a marqué d'abord par son leadership et c'est lui qui m'a amené à commencer à prendre la parole en public. Donc c'est quelque chose de tellement frappant qu'aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire, je ne pouvais que lui rendre hommage. Voilà, Barrister Kamaliman, you are welcome. Thank you, Mr. Seychellen. It's a pleasure being here this evening, and let me take the opportunity for the first time equally to greet somebody. I want to extend my sincere appreciation and regards to Tumfo Barrister Nico Hale, who was the President General of our General Assembly and a good Cameroonian. And I pray that... And a good Cameroonian, yes. Yeah, bad Cameroonians? Yes, they're bad Cameroonians. If there were no bad Cameroonians, we not have this law, we not have this topic. Yes, yes. So I greet and Alain, I'm bereaved. I lost my uncle and the burial is tomorrow. I cannot go there because for security reasons. I greet all Cameroonians and I think I'm going to contribute in the topic which is very interesting this evening. Voilà, je reste avec vous. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait problème par rapport à cet article? Alain, when you look at the constitution of Cameroon, it's like you can qualify it as a very beautiful woman with a very bad character who attracts, and when you come, it repels. You know, when you look at the constitution of Cameroon, it's so flowery. It shows that the people of Cameroon have attained a level of development. You see, but when you come to the execution of the constitution, there is only one reason that we can give for the non-implementation of that article: bad faith. Mauvaise foi. Extreme, utmost bad faith. De la part de qui? Of the government, of the head of state. Because what is pending for the execution of this provision of the constitution is a degree of application. Who has to do it? You know, this topic sends the responsibility directly to the head of state, no other person, because he is the one who has the responsibility to sign a decree for the enforcement of that provision of the constitution. He has not done it. And a question comes in mind: why do we hesitate to do what? That is the only provision of the constitution that actually protects the property of the patrimony of Cameroonians. Because if people declare their assets, it's going to act as a barrier for them to steal the way we see. You see, nearly all directors in Cameroon are thieves. Nearly all ministers in Cameroon are thieves. You understand? And I have justification. If you have ministers in prison, you have prime minister in prison, it goes without saying that they're all thieves. Non, il peut y avoir des fautes de gestion. Look, those are the exceptions. Voilà. But being what motivates them is the fact that the law is very relaxed. The law is relaxed, and to me, this law encourages them to be reckless. If you declare your assets when you are given authority or when you are appointed, it stops you from, it rings a bell in your mind not to carry on a certain type of corrupt practices or steal money to invest anywhere. So I think the responsibility is that of the President of the Republic. And honestly, Cameroonians should not be comfortable with the fact that this provision of the Constitution has not been implemented 25 years after it became part of integral part of the Constitution, and maybe 19 years after a law was voted for that. So the responsibility is that of the head of the state. Voilà, on va d'abord, l'autre avocat va s'exprimer après vous. D'abord, Jonathan Batingin. Pour vous, qu'est-ce qui fait problème jusqu'ici? Jusqu'ici, il y a un manque de volonté politique, il faut le reconnaître, un manque de volonté politique de véritablement adresser le problème de la corruption. Il y a le fait que la corruption est un élément systémique. Non, ce n'est pas la corruption, sur l'application de l'article 66. Qu'est-ce qui fait? Déclaration des biens. Déclarons les biens d'abord. Mettons la corruption de côté. La déclaration des biens laisse intervenir le fait qu'il y aura la moralisation de la vie publique. Oui. Alors, les acteurs qui ont bâti de manière systémique la construction du pouvoir sur les rapports de vassalisation et de rente ne trouvent pas d'intérêt
à ce que la vie publique soit moralisée. Parce que justement, la moralité, en termes de morale, absence de morale, renforce les poches d'assujettissement informel qui sont véritablement les canaux par lesquels on accède à des positions de pouvoir. Lorsque vous regardez ce système pyramidal qui permet aux uns aux autres de s'enrichir illicitement, ne peut pas être combattu parce que c'est de là que le système même tient toute sa force. C'est parce que vous avez corrompu pour accéder à une position supérieure que vous vous retrouvez à cette position et non simplement par le fait du mérite. Et donc, les acteurs qui ont la charge de mettre en place l'article 66, puisque le système est généralisé même au niveau des élus locaux, donc ces acteurs ne trouvent aucun intérêt à casser le système qui leur a permis. C'est comme si se sciait la branche sur laquelle ils sont assis. Donc cette construction d'une économie illicite fait en sorte que les acteurs ne trouvent pas de moyens, ne trouvent pas d'intérêt à faire disparaître la corruption. Du coup, ils ne vont pas mettre l'article 66 en application. Comment Tanko, pour vous, c'est la mauvaise foi, comme a dit d'entrée de jeu Baris Tankama? Mauvaise foi. En principe, c'est... Les textes sont bons, les textes de loi, ils sont bien, mais pourquoi on n'arrive pas à ce fameux texte d'application? En fait, il s'agit ici d'une mauvaise foi manifeste, comme les autres l'ont si bien dit. On ne comprend pas qu'après 19 ans, en principe, la loi a été votée, la loi numéro 03/2006. 15 ans. 2006. 2006. Numéro 3/2006, Oui. du 25 avril 2006. On ne comprend pas que depuis autant d'années, que le décret d'application ne soit pas déjà effectif. Et puis, cette situation donne lieu à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et lorsqu'on voit tout un gouvernement en prison, c'est parce que le détournement des deniers publics est érigé en mode de gouvernement, comme mes prédécesseurs l'ont dit tantôt. On se rend compte que chaque ministre, lorsqu'il est nommé, la première des choses, c'est déjà récompenser les siens en puisant dans la fortune publique. Et puis, ça ne gêne personne, puisque le problème est systémique. Ça ne gêne plus personne, si bien que lorsqu'on se rend compte, quand un ministre est nommé, lorsqu'il ne vole pas, c'est lui en principe le problème là-dedans. Donc, franchement, il est question de mettre un accent particulier sur ce point, puisque ça fait le nid à la corruption, ça fait le nid à la malgouvernance avec tout ce que cela comporte. On ne comprend donc pas, tel qu'il dit tantôt, qu'après autant d'années, le décret d'application ne soit pas mis. On ne comprend pas que personne ne déclare ses biens. Pourtant, l'article 66, alinéa 2, le dit très bien. Ça, je voudrais ajouter là-dedans. Ok. Maître Fabien Keigné, la loi elle est votée en 2006. L'article il est là, bien écrit. Article 66, Constitution 96. Pour vous, mauvaise foi aussi? Serge Alain, si vous me permettez, je vais d'abord faire un rappel historique. Parce que voyez-vous, la Constitution, l'article 66 de la Constitution que vous évoquez fait partie effectivement de la Constitution qui a été votée la Constitution du 18 janvier 1996. Bien avant 1996, il y avait un consensus national, je crois, à la suite de la tripartite qui avait réuni les opposants, les gouvernants et la société civile. C'est de cette rencontre qui a eu lieu en 1993 que nous avons eu... 91 que nous avons eu, c'est que mon confrère Limen appelle une belle femme. Cet article 66 ou la Constitution. Quand on ne sait pas s'en servir, une belle femme, soit elle se rebelle, soit elle devient véritablement inutile. Je lui sais gré d'avoir utilisé cette métaphore. Vous posez la question de savoir s'il s'agit d'une mauvaise foi ou pas. Voyez-vous, ça veut dire quoi que depuis pratiquement 35 ans, n'est-ce pas, dans le cadre du contrat social, les Camerounais dans leur ensemble, de commun accord se sont mis autour d'une table pour dire pour la moralité publique, pour la bonne gestion de la chose publique, il faudrait bien que nous prenions des dispositions pour empêcher que
l'argent public puisse disparaître entre les mains des particuliers. C'est 10 ans plus tard, après cette convention qu'à travers la loi numéro 03/2006 du 25 avril 2006 que le président de la République croit devoir faire voter à l'Assemblée nationale une autre loi pour compléter la liste des personnes qui sont assujetties à ce que prévoit cet article 66. Mais cette loi encore est assortie d'un décret d'application qui jusqu'aujourd'hui n'est pas encore pris. Donc nous en sommes à 31 ans que le peuple a décidé de ce que tout gestionnaire de la fortune publique devra déclarer ses biens en entrant en fonction et à la fin de la fonction. Quel but est-ce que nous visions? C'était pour empêcher effectivement l'enrichissement ou le fait que tout un gouvernement se retrouve en prison aujourd'hui, tel que l'a si bien dit mon confrère. C'était pour éviter éventuellement que nous perdions pratiquement près de 3 milliards de francs CFA dans l'organisation d'une canne que nous ne trouvons pas. C'était pour empêcher que le FMI aujourd'hui en vienne à nous demander un audit sur 184 milliards de l'argent qu'on nous a prêté et qu'on devra rembourser, Serge Alain, pour nous prendre en charge. Les Camerounais meurent tous les jours, cela ne dit rien à personne. Vous dites mauvaise foi, je vais aller au-delà. Le système de parti État RDPC ne peut pas appliquer ce texte-là, parce que c'est de son naissance. Si le RDPC en venait aujourd'hui à prendre ce décret, il signerait absolument et de manière absolue, comme je le dis, sa mort certaine. Donc ça fait partie du système gouvernant, un système de clientélisme dans lequel il faut puiser dans les caisses pour nourrir le réseau, entretenir le réseau. Donc là, de la mauvaise foi, c'est parce que le gouvernement, l'État parti ou le gouvernement RDPC vit de ce système-là. Donc, ce serait si la branche sur laquelle ce système est assis que de prendre le décret d'application de la loi de 2006. C'est vrai, je voudrais aller au-delà pour dire, honnêtement, nos gouvernants ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas le peuple. Parce que, voyez-vous, on a créé à la chute même de cet article 66 plus d'un organe pour lutter contre la corruption qu'a évoqué Patengue. Il y a la CONAC, il y a le CONSUPE. À quoi cela sert? Il y a la NIF. Autant de structures budgétivores qui émargent sur le budget de l'État, n'est-ce pas? Vous avez parlé de la NIF, vous avez parlé du CONSUPE, vous parlez de la CONAC. Il suffit tout simplement que cet article-là, l'article 66 de notre Constitution soit appliqué pour qu'on n'ait pas ces structures budgétivores qui nous appauvrissent davantage. Donc au-delà de la mauvaise foi, le régime qui nous gouverne ne veut pas de l'application de ces textes-là. Oui, Barista. Alain, you see, I want us to be very... I don't belong to any political party. Yes. And I want to be very objective, as usual. The issue is not CPDM. Who has to sign a decree for the implementation, for the execution of that law? The head of state. The head of state. I look at him as the head of state, who has constitutional powers, right? And so we should address the issue. To me, it is the fault of the head of state. He has to come out with a decree permitting the execution, right? The implementation of that article. So to me, it is not partisan. And the question I'm asking myself is, if the head of state preach morality, rigor, morality, what stops him from putting into action that provision? Because it makes no sense to any reasonable man that the ground norm, the constitution that gives validity to every other law in this country, stipulates, provides for, and then the head of state who gives the impression, because to me it's an impression, that he loves Cameroonian, he cannot sign such a decree. What stops him? And you see, it is terrible because his ministers, the people he appoints, they get into that trap and they find themselves in prison. Look, if we are honest, we should be asking ourselves the question, why? Because the law is clear. I want us to direct the responsibility to who it belongs. That responsibility is that of the head of state. The question we should be asking is, why has the head of state, who is not superior to the constitution, why has he not come up with a degree of application for this for this section of the constitution? So we should not throw stones. The problem is right there in front of us, and the person to be held responsible
for the non-implementation of this provision is the head of the state, and that responsibility is addressed to him directly. Ok. Jonathan Batengene, rigueur, moralisation, le chef de l'État, ça c'est, il le dit depuis son accession au pouvoir, mais on se serait attendu à ce que le décret d'application suive. Dans ses discours, il dit que ceux qui ont eu par rapport à la fortune publique vont rendre gorge. Et le détournement des fonds Covid nous montre qu'il est véritablement lancé dans cette lutte-là pour mettre à mal les prévaricateurs de la fortune publique. Sur l'affaire de la Covid, on va certainement assister à un pan de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire, on va focaliser par un sujet d'actualité. Oui. On va arrêter, disons, 2-3 personnes. On va les mettre en prison. Mais je vais faire une lecture économique purement là-dessus, socio-économique. C'est jusqu'à présent, depuis que le TCS est entré en vigueur, une estimation qui date jusqu'à 2018 laisse entendre que sur 179 dossiers instruits par le TCS, on est dans l'ordre de 6 000 milliards. 6 000 milliards de fonds publics détournés par le personnel de l'État. On est là avec les hauts fonctionnaires. Prenons la base que les signataires de Bamenda, les 1000 personnes qui ont été signataires du congrès de Bamenda, ont tous été gestionnaires de fonds au Cameroun. Si vous prenez 179 dossiers sur les 1000 personnes qui pourraient être incriminées dans une affaire de détournement, vous voyez qu'on n'en est même pas encore au quart. On estime qu'avec 250 dossiers, on pourrait passer à 8 000 milliards de francs CFA. Mais ça, c'est de la période de 2011 à 2018. Si on associe à l'année 2019 l'estimation qui a été faite par l'organe en charge de la lutte contre la corruption, on parle de 500 milliards détournés entre 2016 et 2019. Si on prend à cela, on ajoute les détournements de fonds estimés parce que le journal Jeune Afrique en fait cas, entre 1998 et 2004, on a 1800 milliards de francs CFA. Faites donc une addition de tout cet argent. On est au-dessus de 10 000 milliards entre 1998 et 2020. On n'en est pas encore avec les fonds de la Covid. Ça fait plus de 10 000 milliards. Si vous prenez donc annuellement l'argent qui a été détourné, on est dans l'ordre de plus de 800 milliards qui est détourné chaque année au Cameroun. Mais comment est-ce que c'est possible? Est-ce que le président veut vraiment lutter contre la corruption? Est-ce qu'il peut vraiment lutter contre la corruption? Parce que nous sommes dans un pays où les salaires ont été dévalués, le personnel de l'État qui travaille non pas sur accès aux fonctions, non pas sur le plan de carrière qui a été défini de manière objective, mais sur la base des potentialités des acteurs à corrompre. Et ce plan de carrière qui est basé sur la corruption vient alimenter les réseaux de pouvoir qui sont eux-mêmes connectés au pouvoir suprême, qui est le pouvoir du chef de l'État. Comment le chef de l'État va-t-il prendre une décision qui sera en fait, Maître Kenyé l'a dit, une décision qui risque de lui faire perdre ce pouvoir justement? Comment il va la prendre? Donc la position dans laquelle il est, c'est utiliser un pouvoir à géométrie variable. Il utilise la lutte contre la corruption pour des acteurs qu'il estime être des acteurs critiques. Par exemple, là, ça c'est machiavélique. Il a les gens qui sont incriminés dans le scandale de la Covid. Bon, je les jette en pâture. C'est chez Machiavel. Ça, c'est la théorie de Machiavel. Tu sers au peuple ce que le peuple veut. Mais après, tu gardes le système. Donc, le système va perdurer, mais on aura les gens de la Covid qui iront en prison. Comme d'autres sont allés, 179 dossiers. Il faut que le peuple le sache. 179 dossiers, 6 000 milliards. Quand ils seront à 250 dossiers, on sera à près de 8 000 milliards. Avec les gens de la Covid, on va monter simplement à 8 000 et 100 milliards. Vous voyez un peu? C'est astronomique ce que la corruption permet d'alimenter en termes de réseaux parallèles et d'enrichissement illicite au Cameroun. C'est donc un système qui est organisé,
et il faut le dénoncer. C'est un système qui survit, s'auto-génère, parce que les acteurs qui intègrent les circuits de corruption sont en fait les acteurs qui entrent dans le circuit administratif pour la plupart. Comment est-ce que les gens réussissent ce concours de l'ENAM? Comment ils réussissent ce concours de l'ERIC? Comment ils deviennent diplomates? Comment ils sont affectés à des postes dits juteux? Vous avez vu, l'autre jour, on a envoyé un enseignant à Garoua pour dire, ah ben là, tu seras éloigné de la mangeoire. Pourquoi? Parce que la mangeoire... Les médias ou de la mangeoire? Les deux. Les médias et la mangeoire. Pourquoi? Parce que la mangeoire au Cameroun, malheureusement, c'est vécu comme étant les postes qui sont entre Yaoundé et Douala. Ou encore, dans des administrations qui sont les plus rentables. Prenez tous les rapports de la CONAP, vous verrez. Les douanes, les impôts, la police, la gendarmerie, la justice. Ces 5 administrations sont les plus prisées par les Camerounais. Ceux qui entrent à l'ENAM veulent faire régie financière. Ouais. Et vous savez, les réseaux de corruption, c'est où? C'est dans ces écoles. Alors, comment des acteurs qui ont accédé par la corruption vont-ils lutter contre la corruption? C'est un défi antinomique que l'administration camerounaise se pose. Ok. Les acteurs de l'administration, pour eux, vous reconnaissez tous sur ce plateau qu'il sera difficile hein, de mettre que ce décret d'application arrive. Ma question est toute simple. Pourquoi avoir donc inscrit cet article dans la Constitution de 1996? C'était pourquoi? En principe, tout à l'heure, Maître Kenyé l'a encore rappelé. La Constitution du Cameroun est un peu comme une belle femme, dont des textes très bien écrits, très bien rédigés. Mais le véritable problème, c'est au niveau de l'application, c'est au niveau des hommes. Et plus on crée des structures, plus le vol s'aggrave. Puisque maintenant, on ne peut pas dire de façon claire quel est le rôle que joue la CONAC, la NIF, le CONSUPE, le TCS, la Chambre des comptes. Revenons un peu au fonds Covid tout à l'heure. Le Fonds monétaire international avait justement instruit que l'audit soit effectué par la Chambre des comptes. Mais le gouvernement en place a plutôt confié la mission au CONSUPE. Jusqu'à ce que le chef de l'État décide encore de reconfier cette mission à la Chambre des comptes. Lorsque nous parlons de l'article 66 alinéa 2, tant que cet article ne sera pas mis en application, le vol va évoluer d'une manière galopante. Parce que le problème est systémique. Ça, c'est très important. Comment peut-on expliquer que plus de 15 ans, 19 ans après, qu'on soit encore à attendre le décret d'application? Ça, c'est le véritable problème. Le problème, c'est au niveau des hommes. Qu'on se rend compte aujourd'hui que plus d'un gouvernement, avec le Premier ministre et autres, soit en prison. Et personne. Le problème n'est pas que les gens soient en prison. Le problème, c'est de poser la question de savoir, ceux qui sont en prison, est-ce qu'ils remboursent cet argent? Comment est-on arrivé? Il y en a qui veulent le rembourser. Mais bon, c'est vrai, il y a quelques personnes qui ont remboursé. Certains ont remboursé, ont été relâchés. D'autres ont remboursé le principal, tel qu'on le dit, ils sont encore en prison. On ne comprend donc pas ce qui se passe. Donc là-bas, il y a un autre problème. Est-ce que ça encourage les autres à rembourser? En principe, le véritable problème, ce n'est pas de mettre les gens en prison. Le véritable problème, c'est qu'on puisse rembourser cet argent. Comment peut-on expliquer qu'au Cameroun, on s'endette pour rembourser la dette? Alors qu'en principe, lorsque vous contactez une dette, c'est pour mettre sur pied des projets, des programmes qui vont permettre de rembourser la dette. Mais on se rend compte que le président de la République, par exemple, donne l'ordre au ministère des Finances d'engager le Cameroun pour une dette auprès des institutions financières internationales. 55 milliards. Plus 55 milliards. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a même pas amorcé le remboursement de la dette, qu'on s'en va encore s'endetter pour rembourser la dette. Vous voyez que c'est un véritable serpent de mer. Donc, tant que ces personnes qui sont en prison, tant qu'ils n'ont pas remboursé. Et pour rembourser, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour rembourser, on n'a pas besoin absolument d'aller chercher les preuves ailleurs. Comme à un moment donné, on nous a demandé de prouver effectivement qu'il y a des détournements. Lorsque vous prenez fonction, lorsque vous déclarez d'abord vos biens, ça veut dire que si en tout temps on se rend compte que vous êtes en train de vous enrichir de façon illicite,
Il est juste question de prouver que par rapport à ce que vous aviez déclaré au départ, oui, et votre avoir à l'instant, qui a, ça dit, une hausse vertigineuse. Oui. À partir de là, maintenant, on peut vous demander... Il y a des gens qui nous suivent en ce moment. Monsieur Tanko, vous êtes nommé ministre. C'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Vous êtes nommé ministre, disons, demain à 17h. Vous déclarez bien. un duplex. Et 2 ans après, si vous avez 2 duplex, En principe, un ministre. En principe, je suis en train de dire de façon claire que le procureur de la République devrait se saisir déjà des cas comme ça, Oui. sans attendre que quiconque porte plainte contre le concerné. Lorsque on me nomme ministre, chacun sait quel est le salaire du ministre au Cameroun. Et que quelques temps après, on voit seulement les duplex pousser comme des champignons. Tout à l'heure, il a parlé de la douane, de la police, des impôts et autres. Donc, nous regardons sous nos yeux. Il y a ici à Douala tout un quartier qu'on appelle le quartier des douaniers. Il y a plusieurs quartiers de Plusieurs quartiers. Denver. Non, il y a plusieurs Ça quartiers. ne gêne donc personne. Donc, d'une manière ou d'une autre, franchement, le procureur de la République devrait se saisir. Vous savez comment ça se passe au niveau du port, non? Est-ce que c'est la corruption? Non, c'est tout à fait clair. Ça se passe, c'est à ciel ouvert. Comment? Vous allez vous rendre compte dans certaines administrations, vous allez comprendre, par exemple, que les employés d'une structure vous disent, par exemple, qu'ils sont à 15-20 mois sans salaire. Non, mais restons. Vous avez parlé de la douane. Hmm. Comment ça se passe? Vous avez parlé des quartiers dans Douala qui sont appelés le quartier des douaniers. On sait comment ça se passe. Au niveau du port, comment ça se passe? Non. Est-ce que c'est eux, c'est pas vous qui venez donner l'argent pour que votre véhicule sorte? En principe, quand on dit que c'est systémique, ça veut dire vous qui voulez suivre la voie normale. Oui. On a même créé le guichet unique. Quand vous voulez suivre la voie normale, vous dépensez davantage plus parce que ce que vous avez commandé va mettre autant de temps au port. Pourtant, quand vous venez vous passer, parce qu'il peut appeler la voie normale, parce que finalement, comme l'a dit un concitoyen, on a finalement normalisé les écarts au lieu d'écarter la norme. Oui. Donc on a normalisé l'écart au lieu de respecter la norme. Donc d'une manière ou d'une autre, franchement, quand nous regardons dans les yeux, on se rend compte que quand c'est déjà systémique, si vous voulez être droit, c'est vous qui avez un problème, hein. C'est tout à fait clair. Donc c'est vous qui posez le problème. C'est vous qui empêchez au système de fonctionner comme effectivement cela fonctionne. Ça veut dire que c'est vous qui devez être mis de côté. Baptiste Kamalimène, on a vu après cette constitution de 96, on nous a dit que les institutions qui étaient là-dedans devaient se mettre en place progressivement. Ma question est celle-ci. Est-ce que pour les articles, on peut dire la même chose? Pourquoi est-ce qu'on est pressé de mettre le décret d'application, l'article 66? Si vous Ça peut prendre aussi le temps que les institutions. Et comme je disais en anglais, Alain, il ne faut pas que on porte... c'est le président de la République qui doit faire le décret. Donc ce n'est pas une question de système. C'est un problème de chef de l'État. Vous comprenez? C'est à lui d'assumer la responsabilité. Et comme j'ai dit tantôt que lui, il a prêché, il est venu avec rigueur, moralisation, tout ça. Il faut qu'il mette ça en pratique. Donc, to me, Alain, I started by saying, it is utmost bad faith not to do this. And what stops the President of the Republic in passing that degree? Because it makes absolutely no sense that the people of Cameroon, they have decided that it should be like that. That's the constitution. And the head of state, the only person who has to pass a decree, sign a decree, is not willing to do it. For what? So why then do you arrest the people and send to prison? Because as he was saying, that was going to act as a hindrance. Because now when you are appointed, you come and you declare, to answer one of the questions you asked, you declare to have a story building. Oui. They know your salary. If they see you doing things more than your salary, and you cannot justify that maybe you took a loan, because you can take a loan. Yeah. If you cannot justify, then that property, they must investigate that property. You see, so those are the mechanisms put in place. Another thing is, we need other laws to sustain this law. For example,
If there is a law that a single Cameroonian should not have more than 3 plots, parcels of land, Yes. it makes sense. There are people in this town, they have at least 100 land certificates, one person, while others don't have land. And it goes to the services he mentioned, the custom. They have land everywhere. And you see, the bad thing about it is that the population encourage these thieves. We encourage because we respect you. When they come and park big cars, you respect them. Instead of shouting at them that they are thieves, we go and say, "Oh, Monsieur le Président, those are the things we do." And then we should come to the point where we should name and shame the thieves of this republic. And the president should tell us, and I'm really, really clear on that, should tell the Cameroonians why this section of the constitution has not been implemented. What stops him from doing that to protect Cameroonians, to protect the resources we have? It's a question that we cannot say it's a question of system. It's not a question of system. It's a particular problem to the president. And it is a constitutional challenge to him. It's a constitutional challenge to him. That's the constitution. Come out with a degree of application. So, Alain, I think that we should not talk about rigor, moralization in a country like us. Oui, d'abord vous, Maître Fabien Kenyé, je vous pose la même question. Les institutions inscrites dans cette loi fondamentale ont pris plus de 25 ans pour se mettre en place. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose des articles, donc du fameux article 66 qui nous réunit ce soir? Serge Alain, permettez-moi de faire une observation. Peut-être c'est l'une des rares fois ce que dit mon confrère lui-même. En ce qui concerne la responsabilité du chef de l'État quand à la sortie du décret, c'est mal connaître ce monsieur-là. Parce que voyez-vous, au niveau du Cameroun, si vous voulez noyer un texte, il faut y insérer un article, un texte de loi, il faut y insérer un article, un décret d'application. Et si vous avez tué ce texte-là, il ne s'appliquera jamais. Pour dire au moment où on vote cette loi, où le RDPC vote cette loi, puisque ce sont eux qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ils n'avaient aucune intention, de quelque manière que ce soit, d'appliquer l'article 66. Cette précision faite, j'en viens maintenant à la mise progressive en place des autres institutions. C'est là, voyez-vous, le seul article dont le chef de l'État, ou les seuls attributs de la Constitution dont notre chef de l'État a suffisamment joui, c'est son mandat, le mandat présidentiel, qui à la suite de ce consensus, le consensus de 1991, qui a accouché de cette Constitution de 1996, limitait le mandat présidentiel à 7 ans. Le président de la République en a joui pendant 14 ans. Oui. Un mandat qui s'est terminé en 2011. En février 2008, il a pris sur lui de faire sauter les verrous. Donc pour ce cadre-là, pour la jouissance du pouvoir, les choses sont mises aussitôt en place. Malheureusement, pour dire que ce qui intéresse le chef de l'État du Cameroun, M. Paul Biya, c'est le pouvoir et rien que le pouvoir. Voyez-vous, il me semble que c'est à la faveur des élections de 2018 qu'on a constitué, qu'on a mis en place le Conseil constitutionnel, qui avait été prévu par la même Constitution. Oui. C'est encore à la suite que nous avons procédé aux premières élections sénatoriales. Oui. 2014, 2013. Vous imaginez, tout cela avait été prévu il y a de cela 30 ans. Donc nous sommes là dans une absence totale de volonté, n'est-ce pas, de respecter ce que le peuple a décidé. Ça, c'est le statut dans lequel baignent ceux qui nous gouvernent. Il ne faut pas se leurrer. Et je peux vous dire ça, Alain, que cela participe globalement du mépris que ces gens ont à l'égard du peuple. Parce qu'ils avaient un temps soit pour appliquer cette constitution qui provenait d'un consensus. Le Cameroun n'aurait pas le contentieux politique que nous avons aujourd'hui. La guerre ne servirait pas au nord-ouest, au sud-ouest. Si M. Paul Biya avait fait ses 14 ans et qu'il était parti en respect de cette constitution, nous n'en serions pas là. C'est Alain. Ouais. Donc, le maître progressivement s'était laissé au bon vouloir. En fait, le peuple avait été berné à travers l'opposition et la société civile. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Ok, Jonathan Batengene, est-ce qu'ils peuvent être satisfaits, ceux qui ont bossé dur en 91 pour qu'on, à la suite de cette tripartite qui nous regarde en ce moment, Cyril Sambaka, il parle toujours de cette fameuse tripartite. Lorsqu'il pense, lorsqu'il voit que certains
des éléments ne sont pas appliqués. Qu'est-ce qu'ils se disent en ce moment? Certainement, le défunt docteur Adamou Damjoya, oui, dans sa tombe, est en train de se retourner parce qu'il était l'un des principaux artisans de ce consensus. Le chairman John Frunje qui a lutté, Maurice Kamto, président du MRC, et tous les acteurs qui étaient autour de la coalition de l'opposition avec la société civile, certainement tous sont déçus. Et d'ailleurs, ce n'est pas surprenant de voir que tous ces acteurs sont aujourd'hui, pour la plupart, devenus un peu plus irrédentistes vis-à-vis du pouvoir en place. C'est une déception générale que de voir ce qui s'est passé. Mais une déception aussi, pourquoi, Serge? Ce n'est pas que l'article seulement qui n'est pas appliqué. Ils ont fait du bon boulot. Comme disait Baristan Kamalimen, les textes sont bien, mais les gens l'application. Les gens n'appliquent pas. Et les gens torpillent pour que ça ne soit pas appliqué. Parce que si au moins, au sein du RDPC, et parce que là, il faut quand même le dire, le RDPC a une responsabilité majeure dans ce qui se fait. Si le chef de l'État ne trouve pas un intérêt, le parti en tant qu'une entité qui dépasse la personnalité de l'individu, qui est le président de la République, aurait pu poser sur la table à travers son bureau politique, aurait pu poser sur la table la question de l'application de l'article 66 en tant que l'intérêt supérieur de la nation. Qui va le faire là-bas? Justement, pourquoi ils ne le font pas? Parce que pour la plupart, c'est un système pyramidal qui repose sur l'enrichissement illicite. Pour la plupart, ces acteurs savent que même les postes d'autorité, qui ne sont pas des postes de leadership, alors le leadership et l'autorité, c'est deux choses différentes. Ils sont dans des postes d'autorité qui ont été acquis au terme d'un système de commercialisation de cette hiérarchie du parti. Donc, ils sont conscients. Mais il y a plus à pleurer. Parce que quand on parle des douanes qui sont corrompues, Serge, on parle de marchandises illicites qui entrent au Cameroun. En début de semaine, vous avez fait toute une émission sur le poulet. La filière poulet qui est désorganisée. C'est ça la conséquence. La corruption qui alimente des poches qui viennent détruire l'industrie locale. On avait une entreprise pour la cotonnière industrielle du Cameroun. Cette entreprise est en train de couler. Pourquoi? Parce que le coton, parce que les tissus sont entrés par contrebande du Nigeria au Cameroun. C'est la corruption qui a détruit ce tissu industriel. Merci Jonathan, on revient après le journal parce que dans un instant Nadine Yambou sera là pour le 20h du vendredi. Dans un instant, le 20h avec Nadine Yambou. Avant cela, une page de pub. Nous avons tous vécu ces moments. Lorsqu'un oui se transforme en non.